and you find out if you do that. Ladies and gentlemen, bienvenue dans Trax. Au sommaire ce soir, Pas de respect, je suis en 3ème 2 cette année, ok? roulette et cocasserie pour le King of the Web. Parole de skater, ça pète sa mère. Christina, la virtuose de l'électromagnétique, fait son de tout bois. Et enfin, sa tangue sur les planches. On ne sait plus où donner de la tête avec le réalisme fantastique. Formidable, c'est super, mais c'est mal. Agence immobilière, agence immobilière, agence immobilière. À un moment, c'était plus cher d'acheter un appartement ici que dans n'importe quelle autre ville d'un grand pays. Par exemple, sur une plage turque. Mr. Z est DJ et vit à Erbil. Sous ses airs de Miami du Moyen-Orient, avec ses prix au mètre carré qui flambent, cette cité irakienne n'a rien d'une ville tranquille. Car Erbil se trouve à 80 km à peine de l'enfer sur terre. En juillet 2017, Mossoul est reprise à l'État islamique. Tout un symbole puisque c'est dans la grande mosquée de la ville que, 3 ans plus tôt, le chef de Daesh est filmé pour la première fois. Du haut du minbar, Abu Bakr al-Baghdadi s'autoproclame calife de l'État islamique. L'autre particularité d'Erbil, c'est qu'elle est la capitale d'un État. Kurdistan? Allez, era Kurdistan. Farmou? بوز كردستان لسر نقشة كان نسراوة. Si le Kurdistan a son drapeau, son armée, qui s'est notamment battue contre Daesh, et ses chanteurs qui exaltent l'esprit patriotique dans leurs clips, officiellement le pays n'existe pas, faisant des Kurdes le plus grand peuple au monde sans État. Pourtant, il y a 100 ans exactement cette année, le traité de Sèvres promettait la création d'une nation kurde. Un siècle plus tard, le Kurdistan reste une utopie. Le rappeur Aouta, DJ Mustapha, la chanteuse Choppy et Mr. Z font partie des rares musiciens vivant à Erbil. Découvrez en 2 épisodes leur histoire au Kurdish Paradise. Installé à Erbil depuis qu'il a 13 ans, Aouta est l'un des rares rappeurs du Kurdistan irakien. امدك بقادر ما بوقشن بكرسي بارك بخنا سردستي يعني تو تواوبو غاندال ميدان من دور رادستي بكا دانش لسرخت ليدورك وباريزي لبكا امي دا تو امولات Si la ville s'est construite autour de la citadelle, vieille de 6000 ans, formant des cercles concentriques, son cœur bat au bazar, où le marché et les magasins de musique côtoient les surplus militaires. J'aime pas du tout ce genre d'endroit. Ces magasins qui vendent des uniformes et du matériel militaire. Face à un pouvoir irakien affaibli avec la chute de Saddam Hussein en 2003, Erbil prospère et gagne en autonomie. Il y a 3 ans, le Parlement organise même un référendum sur l'indépendance du Kurdistan irakien. Aouta vote oui, comme 92% de la population, et sort ce clip New Revolution. Installé dans l'un des nouveaux quartiers résidentiels qui ont fleuri aux portes d'Erbil, le rappeur de 29 ans vit avec son frère dans cet appartement où il a installé son studio d'enregistrement. Aouta n'a jamais pu organiser de concert. Pour gagner sa vie, il est ingénieur du son. Je suis comme un sniper. C'est comme si mes armes étaient ma bouche, mes mots, mon cerveau. Tout se mélange et d'un coup, je tire. Nous, les rappeurs, on n'est pas mauvais. On n'est ni des combattants, ni des guerriers. On veut conjurer la guerre avec nos mots. On veut éloigner les mauvaises choses.
Dans ses raps, Aouta rêve d'un Kurdistan indépendant comme ici dans My Land. Il fustige aussi les discriminations, la guerre ou l'exode qu'il a vécu en Iran avant que ses parents ne décident de se réfugier à Erbil. T'es chez toi, par exemple, et t'allumes la télé. Ça parle de guerre. T'es invité chez quelqu'un, il allume la télé et ça parle de guerre. Où que t'ailles, en fait, quand t'allumes la télé, ça parle de guerre. Tu fais pas attention et tout d'un coup, ça explose. Au Kurdistan irakien, la guerre ne rythme pas que les JT, mais aussi les clips. Ici, grâce à la chanteuse tunisienne Lamia Jamel, la Kalachnikov se porte avec du vernis à ongles. Les chansons vantant les exploits des forces armées kurdes, les Peshmerga, traduisibles par ceux qui se battent jusqu'à la mort, mitraillent la toile et le petit écran. Malgré de nombreuses insurrections tout au long du siècle, la nation kurde reste un vœu pieux. Disséminé principalement sur 4 pays, l'Irak, l'Iran, la Syrie et la Turquie, le peuple kurde est aussi divisé par la présence de centaines de clans qui n'arrivent pas à s'entendre. Dans les montagnes isolées du Kurdistan, les chefs de tribus imposent leurs coutumes ancestrales, comme la pratique de l'endogamie, l'obligation de se marier avec une personne du même clan. Né à Nadjaf, une ville irakienne au sud d'Erbil, Mustapha quitte l'école adolescent, devient cireur de chaussures, avant de se lancer à 17 ans dans le DJing. Installé à Erbil depuis 2005, ce membre du clan des Korani gagne sa vie en animant des mariages kurdes. Dans le clan de mon père, il y avait un garçon et une fille qui étaient amoureux l'un de l'autre. Ils s'aimaient et avaient une relation depuis des années. Le garçon a essayé de demander la main de la fille plusieurs fois, mais les parents de la fille lui ont refusé. Du coup, il a enlevé la fille. Ils se sont mariés et se sont enfuis à Erbil, où ils ont vécu pendant 1 an. Et puis le père et la mère de la fille sont venus à Erbil pour la tuer. Et peu après, ils ont tué le garçon et son frère. C'était un vrai bain de sang. Chaque individu est d'abord membre d'une tribu, puis musulman, yézidi ou chrétien, et en dernier lieu kurde. Dans les campagnes, les coutumes tribales imposent leurs lois. Selon une ONG locale, ces 30 dernières années, les crimes d'honneur auraient tué au Kurdistan irakien plus de 12 000 femmes et plus de 10 000 autres se seraient immolées par le feu. Les clans ne laissent pas les filles avoir une vie sociale. Moi, je fais partie d'un grand clan très connu. Et j'étais amoureux d'une fille qui venait d'un autre clan, qui est grand aussi. Et je suis allé chez eux 3 fois pour leur demander sa main. Et ils me l'ont refusé à chaque fois. Juste parce que nous ne sommes pas du même clan. Ils disaient, on ne peut pas accepter le mariage de notre fille avec un étranger. C'est une toute autre image de la femme que la propagande kurde met-elle en avant. Depuis quelques années, les forces armées kurdes irakiennes, mais aussi syriennes, intègrent des femmes dans leurs rangs. Les YPJ, unités de protection de la femme, qui se sont battues en Syrie contre Daesh, sont brandies dans des spots en anglais à destination de l'Occident.
told me to stay at home. That I'm too soft to carry weapons. That I'm not tough enough to fight. Yet I knew that this step would be the first of many. La suite de Kurdish Paradise, c'est la semaine prochaine. Ce skater est un phénomène sur le net. Adrien Haverland, parisien de 35 ans, est plus connu sous le pseudonyme de Truman Burbank. Il est le pape du pop, que demande le pop, que demande le pop. Il est le pape du pop, il est le pape du pop. Il y a 4 ans, Adrien se résout à abandonner son BlackBerry. 490 publications et 25 000 abonnés plus tard, il est considéré comme l'un des skaters les plus extravagants de l'Hexagone. Il dîne à 4 heures sur le pouce. Et comme le héros de Truman Show dont il a pris le nom, le monde est pour lui un gigantesque plateau de tournage. C'est l'effet aussi réseaux sociaux. Il est dans sa bulle, dans un monde un peu factice, superficiel, donc c'est un peu ça Instagram aussi. Aujourd'hui, les vidéos de skaters inondent les réseaux. Difficile pour eux de sortir du lot. Pour casser la baraque, Truman Burbank a trouvé la recette. Le sketchboarding, ou l'utilisation du skate pour raconter de courtes histoires drôles qu'il appelle des cocasseries. Je suis pas skateur le plus technique ou avec le meilleur style ou qui va le plus vite. Donc voilà, je suis parti dans des figures, on va dire, pertinentes, des fois avec des accessoires. À chaque session, Truman s'encombre d'accessoires. Ce n'est pas seulement pour les besoins de la mise en scène, mais aussi pour exécuter des NBD, des Never Been Done, figures inédites en VF, des challenges créatifs et techniques qui forcent le respect dans la communauté skate. De quoi aussi clouer le bec à ceux qui se moquent de ses goûts musicaux kitschoïdes hérités des années 90. Son dieu, Michael Jackson. Il y a des belles illustrations voilà, où il est entouré d'enfants, mais en tout bien, tout honneur. Hein. J'ai quand même un CD de Billy Crawford dédicacé par lui, Much Love, et ça c'est magique. C'est vrai que des fois, ça se prend un peu trop sérieux dans le milieu du skate, parce qu'au final, on a juste une planche de bois qu'on fait tourner sous ses pieds. Tu me donnes respect, je suis en 3e 2 cette année, ok? Hell yes. Adrien grandit à Margency, dans le Val d'Oise. Fils unique d'un architecte et d'une cadre de banque, il se voit offrir son premier skate en 89, à l'âge de 4 ans. À l'adolescence, un voisin le convertit aux joies de la glisse en l'initiant au roller, mais il raccroche les patins en rentrant au lycée pour revenir à ses premières amours. Après avoir écumé les spots parisiens, Truman cherche de nouveaux horizons au-delà du périphérique. Aujourd'hui, direction une entrée de parking de centre commercial à Rueil-Malmaison qu'un de ses fans lui a indiqué. J'ai l'habitude de faire mes figures avec ce qu'on appelle des rails. Ça glisse nettement mieux. Seul problème, c'est que comme c'est vraiment angulaire, quand il y a des interstices comme ça, bah ça bloque. Il en faut plus pour arrêter Truman qui ne se déplace jamais sans sa boîte à outils. Après un rapide changement de plateau, au lieu de brûler un cierge, il waxe son spot au moyen d'une bougie. Et si on pouvait entendre l'inaudible?
C'est ce que fait aujourd'hui l'artiste de 72 ans, Christina Kubisch, à 2 pas de son hôtel sur la place principale de Linz en Autriche. Grâce à un casque qu'elle a mis au point avec un ingénieur, cette pionnière de l'art sonore rend audibles les ondes électromagnétiques, imperceptibles par l'oreille humaine, pour explorer la ville à sa façon. Chaque fois quand je suis dans une ville, je découvre des sons qui sont différents. Par exemple, maintenant en Belgique, j'ai découvert que dans les parkings, ils ont un testeur alcoolique pour les gens qui veulent prendre la voiture. D'abord, ils peuvent faire un test gratuitement. Et cela donne des percussions très, très drôles. Depuis 2004, l'artiste et chercheuse allemande a organisé plus de 60 marches électroniques à travers les villes du monde entier. Avec ses promenades sonores, Christina donne accès à un monde inconnu où l'on peut écouter les distributeurs de billets, les panneaux publicitaires, les portillons de sécurité, les tramways ou encore les caméras de surveillance. Avec son travail, l'artiste souligne l'impact de ces technologies omniprésentes. En 1974, l'étudiante fait une découverte qui change sa vie. J'ai trouvé à Milan des petits écouteurs téléphoniques qui amplifiaient la voix. Et quand j'étais avec là, dans mes études électroniques, j'ai entendu des bruits très drôles. C'était dans ma sac à bain et c'était pas éteint. Et ils m'ont expliqué, là-dedans, il y a une petite bobine en cuivre et cela prend les champs magnétiques et après c'est amplifié. J'ai dit, oh, c'est formidable comme système. Hein. Au festival Ars Electronica de Linz en septembre dernier, Christina présente la pièce Interference avec Katharina Ernst. Sur scène, alors que la percussionniste essaie de maintenir le rythme, Christina la déconcentre avec des sons électromagnétiques détectés en direct par d'étranges raquettes. Il y a une bobine de câble très très simple qui fait un circuit fermé et après avec ça, j'entre dans une petite boîte qui amplifie les sons. Et quand il y a un champ électromagnétique autour de ces brackets, je les capte directement. Je suis comme une chasseuse de son. Dès 1974, Christina détourne les instruments et les objets de leur fonction pour trouver de nouvelles formes d'art ou de sonorité. Dans ses performances, la pirate du son caricature les concerts de musique classique et contemporaine en inventant 1001 façons de jouer. Quand j'ai fait les premières compositions, on a toujours dit « Oh, elle est jolie, elle est blonde, elle a les yeux bleus, mais elle ne sait rien faire. » Et c'est pour ça qu'elle fait ces pièces drôles. À ce moment-là, on pouvait encore être contre les choses. Et ou c'était noir ou c'était blanc. Et aussi, on ne devait pas être très correct. Née en 1948 à Brême, une ville ravagée aux 2 tiers par la guerre, Christina est la fille d'un représentant en machine industrielle et d'une femme au foyer. Elle apprend l'accordéon à 10 ans, le violon à 14 et commence la flûte à 20 ans. À la même époque, la jeune femme étudie à l'Académie des Beaux-Arts de Stuttgart avec le peintre Sonderborg, champion de l'art informel, qui lui conseille d'arrêter la peinture. En 1969, elle entre à l'Académie de musique de Hambourg, joue dans le groupe pop The Bastians, avant d'intégrer le groupe de jazz-rock d'Udo Lindenberg, Parsival, faisant scandale au conservatoire qui la renvoie de l'école. 2 ans plus tard, Christina tourne la page de la musique classique pour étudier la composition avec Yanis Xenakis à Darmstadt. Je n'ai pas vu pourquoi je dois rester chaque jour 8 heures avec une flûte pour jouer une musique que je n'aime pas. Je ne peux pas finir mes jours comme ça en jouant sur un stage. Peut-être aussi cela à faire avec la génération, ma génération après la guerre. Il y avait beaucoup de choses détruites. Il n'y avait pas une sécurité comme il y avait avant. Et je crois que toute cette... rien était très sûr. Dans les années 70, Christina se rapproche du body art et rencontre l'artiste française Gina Pan, qui a mis le corps au centre de son art.
À mi-chemin entre performance et musique expérimentale, le travail de Christina questionne les clichés sexistes. Avec sa pièce Erotica, présentée ici en 1975 à Anvers, l'artiste sonore critique la place des femmes dans le monde de la musique, où elles ne sont que les interprètes de compositeurs masculins. En 2016, Christina joue sa pièce Ballet, créée 36 ans plus tôt, avec des vibromasseurs en tutu. Dans les beaux-arts, c'était plus normal de faire des choses. Dans la musique, pas tellement. Je crois que j'étais presque l'unique à faire des performances comme ça. Trop musicienne pour l'art contemporain, trop arty pour la musique, Christina souffre de ne pas rentrer dans les cases. En 1978, installée à New York, elle rencontre l'avant-garde sonore, incarnée par Phil Niblock et le pionnier de la composition basée sur le hasard, le touche-à-tout John Cage. Il m'a invité dans sa maison, dans la forêt, d'aller pour chercher des mushrooms. Et c'était juste de me faire comprendre tous les sons, tous les bruits. Ça peut être des matériaux que tu peux utiliser. Et il ne faut pas avoir peur, juste faire ce que tu penses, ce que tu veux. Dans les années 80, après avoir pris des cours d'électronique à Milan, Christina utilise l'induction électromagnétique pour créer des installations sonores. À Lyon en 82, elle propose aux visiteurs d'écouter des sons émis par des câbles collés au mur. Rebelote avec Marine Remix en 2003, où les auditeurs pataugent dans un bassin truffé de câbles qui émettent des histoires de naufrages et de batailles navales. Dans toutes les installations sonores, les gens doivent être actifs, mais pas dans le sens interactif. C'est tout analogique, ce que je fais, mais de décider ce qu'ils veulent entendre et comment ils veulent entendre les choses. Dès 92, Christina utilise la lumière ultraviolette pour révéler l'invisible. Dans son installation 40 kHz, réalisée dans un bunker à Cologne, les traits fluorescents révèlent des structures qui passeraient autrement inaperçues. Toujours attentive aux nouvelles technologies, elle réalise ensuite des sculptures utilisant l'énergie solaire. L'année dernière enfin, dans cette installation Cloud, faite de centaines de mètres de câbles, l'artiste rend palpable les ondes émises par le stockage de données. La réalité, ça peut être tellement différent. Il ne faut pas toujours regarder une chose comme ça. Ça peut être aussi en derrière. Et si on ne prend pas toutes les choses directement, seulement dans une certaine manière, on peut être plus ouverte. Peut-être on peut éviter un peu des guerres, on peut se comprendre beaucoup mieux, peut-être. Peut-être c'est une petite mission que j'ai, oui. Si la dizaine de spectateurs rentrent sur la pointe des pieds et dans le noir, c'est pour mieux plonger dans la dernière pièce de la compagnie Still Life et réveiller en douceur les milliers d'acteurs qu'elle mobilise. Adeptes d'un théâtre naviguant entre réalité et fantastique, Aurelio Mergola et Sophie Linsmo jouent deux agents immobiliers rivaux attendant l'acheteur potentiel. Une guerre sourde s'installe, troublée par l'éveil de milliers de mouches excitées par la lumière. Le but de cette courte pièce conçue pour une poignée de spectateurs, observer l'humain comme si on était au zoo. Il y en a plein qui sont nés aujourd'hui, regarde Léo. Ouais, à fond. Le duo partage l'affiche avec 4000 diptères élevés dans cette crèche. En fait, c'est bien que ce soit réaliste pour une chose, c'est pour que le spectateur rentre dedans avec un terrain connu de lui, un endroit qu'il a déjà traversé ou une situation. Parce que ça nous tient à cœur de choper vraiment le spectateur pour pouvoir
après l'emmener ailleurs et quitter le réalisme. Donc pour nous, il y a toujours, en général, souvent un trajet entre un réalisme qui est un hyper-réalisme et qui se transforme en une fantasmagorie. Installés à Bruxelles et artistes associés au théâtre Les Tanneurs depuis 2019, les Belges Aurelio et Sophie usent à dos leur fond de culotte dans les cours de théâtre de leur petit village natal respectif. Mais toutes ces heures passées à perfectionner l'art de bien dire leurs textes n'auront servi à rien. Depuis qu'ils ont créé leur compagnie en 2011, ils développent un théâtre sans parole. Ainsi, dans View, créé en 2018, les spectateurs sont invités au 5e étage d'un immeuble à un pot d'entreprise en hommage au directeur décédé. Le public assiste à la réception, bien au sec, derrière la baie vitrée, tandis que sur la terrasse pluvieuse, la cérémonie part en sucette. Le fait de ne pas parler sur le plateau, par rapport aussi aux spectateurs, ça le met plus dans une position de voyeur. C'est comme si il surprend, enfin, ça rentre plus dans l'intimité des personnages. Il y a vraiment cette image à chaque fois. C'est comme si le spectateur était dans un bus et passait devant une maison où il y avait une vitre et il rentrait plus dans l'intimité des deux personnages, alors qu'avec l'adresse, avec la parole, c'est comme s'il y avait une barrière en plus. Si le tandem belge a choisi le nom Still Life, Nature Morte, pour nommer leur compagnie, c'est parce qu'ils façonnent leurs pièces comme des tableaux. Avec un rien, la cantine d'une entreprise ou le snack d'une station-service, le duo dépeint des situations où tout bascule. L'obsession de ces deux créateurs, déplacer le théâtre dans une zone d'ombre. On a un kiff absolu à faire mourir, à tuer des gens sur un plateau. Dans tous les spectacles, il y a toujours un qui meurt, qui souffre. Et c'est très jouissif aussi, puisqu'encore une fois, c'est pour du faux, c'est pour du semblant. C'est un monde où tout se passe formidablement mal. Mais il y a formidable, c'est super, mais c'est mal. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est les hommes invisibles. Dans les spectacles de Philippe Ken, on peut voir sur scène de vrais chiens avec des acteurs qui boivent de vraies canettes de bière, le tout sur de la fausse neige. Slalomer entre réalisme et fantaisie, c'est le dada du metteur en scène français, comme ici dans La Mélancolie des Dragons, où une bande de hard rockers présente leur parc d'attractions bricolé avec des bouts de ficelle. J'envoie la musique. Pour moi, il y a une poésie de la reconstitution de la nature et de cette ambiguïté entre le vrai et le faux qui, en effet, me passionne. On fait un métier où on doit accepter le faux, le faux semblant, la reconstitution, la copie, la transposition par des acteurs de nos vraies vies. Enfin voilà, on fait de la fiction, ouais. J'ai pas d'autre choix. Il faut accepter l'irréel et le faux. Ça n'empêche pas d'y croire. Il faut croire à la fiction, c'est ça qui est important. Chez Ken, les dialogues sont souvent aux abonnés absents et le décor assure le rôle principal. Le metteur en scène crée ses histoires avec ses comédiens pendant les répétitions en improvisant autour d'un paysage et d'une idée qui tient dans un titre. Avec Crash Park, La vie d'une île, Philippe se joue des clichés de films catastrophes. Les passagers d'un avion crashé dans l'océan trouvent refuge sur une île et redécouvrent leur âme de bambins. Une dimension un peu enfantine, magique, ou en tout cas presque proche parfois de la bande dessinée. Et j'ai l'impression que l'univers et la scénographie comptent beaucoup pour accepter des fictions sur le grand drame de la planète, l'apocalypse, et s'est transformé en quête héroïque, grâce aussi souvent à, en effet, ces mondes remplis de palmiers, de neige, de merveilleux.
C'est un petit garçon. Le petit Philippe sort de terre en 70. Enfant, il est fasciné par les insectes et les reconstitutions de petits mondes des terrariums. Après des études aux Arts décoratifs de Paris, il fait ses premiers pas sur les planches en tant que scénographe et crée en 2003 sa compagnie Vivarium Studio. L'année dernière, il remporte avec son installation le prix du meilleur pavillon lors de la quadriennale de scénographie à Prague. Une création qui recycle des restes de décors de ses mises en scène précédentes. En septembre dernier, Ken déboule au Centre Pompidou avec sa Farm Fatale, l'histoire de 5 épouvantails qui animent une radio indépendante dans un monde détruit par l'industrie agroalimentaire. Julia, toi, tu peux te pencher un peu sur le... Voilà, de temps en temps, la balustrade. Ok. Coupé... putain. Ça tourne. Adolescent, Philippe rêvait d'être batteur. Depuis, la musique joue un grand rôle dans ses pièces, volant la vedette au dialogue. Comme ici, avec la reprise de la chanson de Kermit la Grenouille, ce n'est pas facile d'être vert. Je me plais à penser que tous les univers, je crois, de tous les spectacles seraient comme des abris anti-atomiques dans lesquels on pourrait passer du temps s'il fallait se protéger. Et le théâtre est aussi pour moi une sorte de camp d'entraînement de la catastrophe. Trax, c'est quand tu veux, où tu veux, sur arte.tv et les réseaux sociaux. Voilà, Bobby génial.